Good afternoon, everyone. Welcome to the daily midday briefing of the European Commission. I suggest we start immediately because we have a heavy agenda ahead of us today. So just to confirm that after this midday briefing around 12:30, Commissioner Barnier will join us in this press room to present you the Single Market Act 2, Together for New Growth, which has just been adopted by the College of Commissioners and which aims at setting new priorities with new proposals coming from the Commission for the Member States and the Parliament to consider in order to boost our growth potential and job creation. So Commissioner Barnier will be here around 12:30 to present you this important contribution from the Commission. Also to confirm that we have the pleasure to welcome the Taoiseach and the Irish government today in the Berlaymont ahead of the forthcoming Irish presidency of the Council beginning first semester of next year. The President has already welcomed Mr. Kenny in this building. They are now having a bilateral meeting. In parallel, the commissioners are meeting their respective counterpart in the Irish government to identify what should be our joint priorities for next year and for the first semester in particular. There will be a joint session between the Commission and the Irish government and followed by a working lunch. Both the President and the Taoiseach invite you to a VIP corner at 2:30 to debrief you on their talks and the priorities they have agreed upon. Also to confirm that the President of the Commission will also meet this afternoon the President of Yemen, Mr. Hadi, that was elected last February. They met already in the margin of the United Nations General Assembly and at the ministerial meeting Friends of Yemen that took place on the 27th of September. And now the President is coming to Brussels. He will meet the President. He will also meet Mr. Van Rompuy and Catherine Ashton. They will, of course, discuss how to improve the EU-Yemen relationship and especially in this particular critical phase of democratic transition in this country. And both presidents will be at the VIP corner at 4 o'clock. So if you want to learn more from them about their talks, I invite you to join them at 4 o'clock in the VIP corner. And for tomorrow, important text will be presented by Commissioner Oettinger. We have seen that already in the press. But the Commission has finalized its report on the nuclear stress test, which is a follow-up to the Fukushima accident that took place last year, and also follow up on the mandates given by the European Council to the Commission to monitor and test the security aspect and the safety aspect of the nuclear plants in the European Union. So the Commissioner Oettinger will come to the press room tomorrow to present you our report on the nuclear stress test at 12:30. And if you want to know more about the detail of this report, I invite you to come to the technical briefing at 11 o'clock. That's it for me. I now give you the floor for any question you might have. Esther. Thank you. As part of the negotiations on the possible loan to Hungary, the government said today that the IMF has responded to the Hungarian position. I'm wondering if the Commission has also sent a letter or any kind of questions or positions to Hungary, and do you foresee when the delegation might go to Budapest? Thank you. Indeed, we have finalized our assessment and we have prepared a letter for the Vice President to Vice President Rehn to send to his counterpart in the Hungarian government. I don't have confirmation right now that this letter has been sent this morning or will be sent in the course of the day, but indeed the letter will be sent. I cannot comment on the content of this letter and I don't have the information to when the IMF,
the Commission, in association with the ECB, will come back to Budapest. But we'll let you know as soon as I have this information, obviously. Jorgi. Question pour Patricio, c'est sur le budget 2012. Donc, il apparaît que plusieurs programmes européens seront bientôt en cessation de paiement et d'après le député européen Alain Lamassoure qui préside la commission des budgets, par exemple, le programme Erasmus sera en cessation de paiement. Donc, est-ce que la situation est aussi grave que ça? Et est-ce que le commissaire Lewandowski a l'intention de présenter dans les prochaines semaines, comme nos confrères de l'AFP viennent de l'annoncer, un budget rectificatif à la hauteur de plusieurs milliards d'euros pour combler le déficit dans le budget 2012? Merci. Question importante, effectivement, Patricio. Oui, on va présenter un projet de budget rectificatif, probablement le 23 octobre. Non, je ne peux pas confirmer de chiffres. J'ai vu des chiffres dans les médias, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la DG Budget, avec le cabinet du commissaire Lewandowski, est en train d'étudier les chiffres maintenant. Donc des chiffres définitifs, on ne les aura pas tout de suite, ça c'est sûr. Ce que je voudrais malgré tout aussi dire, c'est que ce n'est pas une surprise du tout. Ça ne peut pas être perçu comme une surprise d'ailleurs. Quand le budget 2012 a été adopté fin novembre 2011, le commissaire Lewandowski a fait la nuit même une déclaration en disant d'accord, le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord sur un budget qui est nettement inférieur aux estimations de la Commission, des estimations que la Commission fait sur base des chiffres que les États membres eux-mêmes donnent pour préparer son budget annuel. Et à l'époque, déjà, fin novembre 2011, le commissaire Lewandowski avait dit qu'il n'y aura pas assez d'argent. Très clairement, je pense qu'il a employé ce même mot en anglais en disant « there won't be enough cash ». Ça, c'est sûr. Je voudrais aussi toujours préciser pour le budget 2012 que j'imagine que le Parlement et le Conseil devaient peut-être un peu s'en douter parce que la même nuit où ils ont adopté le budget, ils ont adopté une déclaration conjointe dans laquelle ils invitaient la Commission à présenter un budget rectificatif si, dans le courant de l'année, il s'avérait qu'il n'y avait pas assez de fonds pour effectuer tous les paiements. Donc là, en fait, on va sortir notre projet de budget rectificatif dans quelques semaines sur base de cette déclaration conjointe. Et puis, ce n'est pas un problème nouveau. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans maintenant que le Conseil et le Parlement, en plein accord l'un avec l'autre, coupent nos estimations. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on leur dit on va avoir des problèmes. On fait des petits bricolages tant qu'on peut. On a présenté il y a quelques jours une demande de faire un transfert de fonds pour le budget 2012. Là où il restait encore un peu d'argent, de le transférer là où on est à court d'argent. Mais ça ne représentait que, je crois, 420 millions d'euros. Or, effectivement, le budget rectificatif sera beaucoup plus élevé. Mais je n'ai pas de chiffres précis. Tu peux justement nous expliquer comment ça fonctionne le budget rectificatif, c'est-à-dire, bon, vous allez arriver à un chiffre, et alors tous les pays membres contribuent à la hauteur de leur importance économique, ou comment ça se passe? Et en plus, on est en pleine crise, donc ça fera pas mal de centaines de millions d'euros pour pas mal de pays. Vu la situation budgétaire un peu partout, comment est-ce que la Commission imagine que les États auront la possibilité de sortir cet argent? Question donc, la première, comment ça fonctionne un budget rectificatif? C'est que nous, on propose avec justification, avec beaucoup d'explications, une somme, et puis c'est le Conseil et le Parlement qui doivent l'approuver. Et donc ensuite, c'est les États membres, si c'est le cas, s'ils sont d'accord, qui doivent verser la somme de la même façon qu'à la contribution du produit national brut. La deuxième question, c'était... ah oui, en période de crise, justement, c'est ça le paradoxe, c'est que très souvent, le budget annuel, c'est pour rembourser des États membres qui ont déjà fait des dépenses. Donc quand on tombe à court d'argent, notamment pour certains fonds cruciaux d'un point de vue économique, et pour certains pays qui ont déjà des problèmes économiques, ce sont des pays qui ont avancé les fonds à leurs collectivités territoriales, à leurs petites et moyennes entreprises, et qui attendent maintenant les remboursements de l'Union européenne.
Donc, et ça c'est pas nouveau non plus, ça fait 2-3 ans qu'on le dit, vous coupez le budget de l'Union européenne, vous refusez de nous donner l'argent pour rembourser ces États, donc vous aggravez les problèmes de liquidité de plusieurs États qui ont déjà des gros problèmes. Martina? On this subject? No. Inga? Est-ce que, parce que M. Lamassoure parlait de Erasmus qui est menacé notamment, est-ce que tu peux confirmer ça? Et deuxièmement, est-ce que les États membres ont la possibilité de finalement ne pas augmenter le fonds pour ces programmes? Est-ce que, disons, à l'époque, on appelait ça les dépenses obligatoires, pas obligatoires. Est-ce qu'ils peuvent ne pas, disons, répondre positivement à votre budget, à votre novelisation du budget et ne pas attribuer plus d'argent pour Erasmus? Merci. Erasmus est effectivement des programmes qui tombent à court d'argent. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, les États membres, le Parlement peuvent très bien décider de refuser notre demande, mais ceci dit, je voudrais aussi rappeler quand même à tout le monde, que ce soit clair, que tous les derniers sommets de l'Union européenne, on a eu 27 chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité qui ont déclaré que pour sortir de la crise, il nous faudra investir, notamment dans les jeunes, notamment dans l'emploi, dans la recherche, et que le budget de l'Union européenne est, je les cite, un catalyste pour la croissance. Donc, et ça, c'est pas un scoop non plus, le commissaire Lewandowski l'a déjà dit à 2 ou 3 reprises, ce serait quand même dommage que 27 chefs d'État et de gouvernement un jour proposent d'investir plus dans la jeunesse, dans l'emploi, dans la recherche, et puis quelques jours, quelques semaines après, refusent d'investir dans ce qu'ils disaient eux-mêmes qui était important. Follow-up question, Inga? Yeah. Comment Erasmus est menacé notamment? Est-ce que c'est tous les programmes? Est-ce que c'est une partie des programmes dans certains pays? Oui, sur le détail, Denis peut t'aider, mais ce que je peux dire ici, on the record en tout cas, c'est que la plupart des paiements pour les étudiants ont déjà été effectués, notamment tous ceux qui étaient de janvier à septembre. Et pour ceux de septembre à décembre, je crois qu'à peu près 70% des paiements ont déjà été effectués. Ceci dit, il faut vraiment encore insister, Inga. Nous, si on présente un projet de budget rectificatif, c'est quand même dans l'espoir qu'il soit accepté. Donc, je ne voudrais pas trop rentrer dans des scénarios pessimistes. Le Conseil et le Parlement nous avaient dit, s'il n'y a plus d'argent, vous faites un budget rectificatif. Il n'y a plus d'argent, on fait un budget rectificatif. C'est maintenant à eux de prendre leurs responsabilités. Et comme on l'a dit, on fait un budget rectificatif parce que nous souhaitons que les travailleurs, les étudiants, les chercheurs européens continuent à bénéficier des fonds européens précisément à cause des effets de la crise. Donc, comme l'a dit Patricio, les États membres ont souligné avec le Parlement européen à plusieurs reprises et avec nous l'importance d'utiliser les fonds européens pour soutenir les efforts des États membres et des travailleurs et des PME et des chercheurs face à la crise. Couper ces budgets ou ne pas accepter le futur budget rectificatif, c'est précisément ne pas soutenir la croissance. Tom, you had a question on this? Okay. Pendant que le budget rectificatif n'est pas approuvé, quel genre de dépenses la Commission peut faire sans? Mais en fait, la Commission sait déjà depuis plusieurs mois qu'on va avoir des problèmes. Donc le timing, je dirais, du budget rectificatif est précisément pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où il y a une cessation de paiement. Donc je ne veux même pas envisager ce scénario parce qu'on en a tenu compte, nous, dans notre timing, en fait. Christian? Oui, j'ai plusieurs questions. La première, c'est, je me souviens d'une conférence de presse de ton commissaire qui nous avait annoncé qu'il avait un trou environ 10 milliards et ensuite nous avait expliqué qu'il avait réussi à reporter, à compenser, mais qu'on restait avec une masse d'environ 5-6 milliards d'euros à combler. Est-ce que c'est, selon tes estimations et tes informations, le montant de ce budget rectificatif? Ma deuxième question, c'est dans quelle mesure ce budget rectificatif de 5, 6, 7 milliards d'euros va avoir une incidence sur la bataille du budget 2013, qui est le dernier de la période, et qui aujourd'hui voit encore 7 États membres contributeurs nets dire qu'il faut baisser les dépenses, alors qu'effectivement, ils doivent recouvrer un certain nombre de chèques pour rembourser des fonds qu'ils ont avancés.
Et ma troisième question, M. Lamassoure a été assez précis hier. Il a estimé que le Royaume-Uni, qui est le chef de file des radins, allait perdre environ 150 à 200 millions sur le budget 2012, c'est-à-dire c'est à peu près grosso modo ce qui devrait lui être remboursé. Et il a cité des chiffres qui montaient, qui étaient assez colossaux, puisque la Grèce c'était 600 et l'Espagne c'était 900 millions. Donc je voudrais savoir si ce genre de chiffres, vous les avez à la Commission, tu peux les confirmer. Ça représente quand même des ardoises assez importantes. Merci. Alors Christian, quand j'ai commencé il y a quelques minutes, j'ai dit je ne vais pas commenter les chiffres parce qu'on travaille sur les chiffres. Donc je m'en tiens là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un budget rectificatif sera substantiel. Il sera important. Mais là, je dois dire, je crois qu'il n'y a personne au monde aujourd'hui qui peut dire avec certitude combien il sera. Personne. On est en train de travailler dessus. Donc je ne veux pas commenter les chiffres de M. Lamassoure ou de qui que ce soit d'autre. C'est leur responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'être quand même un minimum correct vis-à-vis de vous. Si je n'ai pas les chiffres, si on ne les a pas, je suis désolé, je ne les commente pas et j'en donne pas. Ça, c'était pour ta première et ta troisième question. La deuxième question sur le budget 2013, je crois qu'il faut être honnête. Oui, ça va avoir une influence, bien entendu. Chaque année, il y a des budgets rectificatifs en fin d'année qui sont abordés en même temps que la négociation pour le budget de l'année suivante. Mais je peux que répéter ce qu'on a déjà dit par le passé. Nous avons un budget qui, en fait, à 80% va vers des États membres, pas pour les institutions européennes. On a des États membres qui ont des problèmes de liquidité, vous le savez tous, depuis très longtemps. Et tant le Conseil que le Parlement sont bien conscients du fait que couper le budget de l'Union européenne, ça fait mal avant tout aux États membres qui ont des problèmes de liquidité, aux collectivités territoriales européennes, aux petites et moyennes entreprises, aux chercheurs, c'est-à-dire à tout ce monde qui normalement devrait être financé pour investir dans la croissance. Ça, c'est un message que depuis maintenant des années, la Commission essaie d'envoyer tant au Conseil qu'au Parlement. Merci. Je crois qu'on vous a tout dit sur cette question. Martina, you had another question on something else? No? On separate matter, please. Thanks. In a draft document seen by my organization in the Financial Times from Mr. Van Rompuy's office regarding the interim report on the future of the EMU, some interesting ideas are raised, and I'd like someone to tell me if the Commission likes those ideas. One of them, this isn't, okay, I'm not sure you're going to answer the question. It's for you, okay. The podium, so. One of these ideas that we've heard before is for the creation of a Eurozone budget. Another is for member states to contractually commit to reforms. A third idea is for financial incentives, quote unquote, to be given to member states that commit to reforms. Could you comment on these positions and whether the Commission would like to see those elaborated on in the final interim report that will be presented? Thank you. Thank you. Thank you, Martina. You're actually referring to a draft document that was circulated by the European Council administration to the member states and to the Commission ahead of the preparation of the upcoming European Council. I will not comment on this draft document, which has been issued by my colleagues from the European Council. You might want to refer to them directly to get the explanation of the ideas behind all these different elements. What I can say that the Commission representative is at the COREPER meeting this morning to give our comments on this text. I will not enter to the different aspects that you mentioned, but just let me focus on one maybe, which is this idea on a budget for the euro area, or to put it differently, or to use the expression used by the President of the Commission, Mr. Barroso, in the State of the Union, which is the idea to have a fiscal capacity for the euro area in the future, and that we will come with our own ideas in the blueprint on deepening the economic and monetary union in the autumn. So just to flag that this idea is not new.
We have also agreed with the colleagues of the European Council to put these questions to the member states into the issues paper that some of you have seen also and that have been discussed with the member states. So we are contributing to this debate. We are part of it. The President has engaged in this debate and we will give our ideas through the communication that will be adopted in the autumn under the authority of the President on deepening the EMU. Question? Est-ce que vous avez les idées claires sur les intentions de M. Van Rompuy avec ce budget pour l'eurozone? Est-ce qu'il a un petit peu expliqué comment il entendait, comment ça allait s'articuler? Ou est-ce que c'est pour l'instant une idée qui est sur la table et qui mérite d'être développée? Comment est-ce que ça va s'articuler avec le budget de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des arrière-pensées? Est-ce qu'on veut régler le problème de bailleurs ou de contributeurs nets qui sont mauvais payeurs pour le budget et qui ne sont pas membres de l'eurozone? Le président Barroso discute de ces questions depuis maintenant plusieurs semaines avec M. Van Rompuy. Ils ont eu l'occasion d'en discuter déjà à plusieurs reprises. Il s'agit pour l'instant d'un concept qu'il convient de détailler. Il faut le faire à travers les discussions que nous avons bilatéralement avec les États membres. Et il faudra continuer cette discussion sur un plan politique, sur un point de vue économique, d'un point de vue juridique aussi également. Ce travail est en cours. Quand nous aurons, pour ce qui s'agit de la Commission, nos propositions parfaitement calibrées, nous viendrons avec la proposition telle que je l'ai indiquée à Matina. Florence? Oui, merci Olivier. Toujours sur ce point, il y a une discussion qui commence à émerger chez les économistes, qui est reprise maintenant par Verhofstadt et Cohn-Bendit dans le bouquin qu'ils ont présenté lundi, sur le modèle, sur quel modèle fédéral est adapté. Et en gros, ils disent qu'il faut choisir entre le système américain avec un gros budget fédéral mais peu de solidarité entre États membres, ou le système allemand avec un petit budget fédéral mais beaucoup de transferts entre États membres. Est-ce que vous liez votre réflexion sur le budget européen à cette question des transferts entre États membres? Je me fais bien. Est-ce qu'avoir un budget européen plus significatif ou un budget eurozone plus significatif permettrait de limiter les besoins de transferts entre États membres? La discussion telle qu'elle est aujourd'hui n'en est pas arrivée, je crois, à ce stade en termes de volume et en termes de redistribution. Il s'agit d'une réflexion visant à savoir si, dans le cadre des réflexions en cours sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire, dans tous ses aspects, que ce soit la solidarité financière, que ce soit la mise en œuvre des réformes structurelles qui sont demandées, est-ce qu'il faudrait prévoir un mécanisme budgétaire additionnel spécifique? Pour l'instant, ces discussions en sont là. Elles recouvrent beaucoup d'idées que nous voulons clarifier avec les États membres. On n'en est pas encore à choisir entre un modèle ou un autre. Dernière question, puisque le commissaire Barnier vient de nous rejoindre. Peut-être que David Carretta, Radio Radicale, peut-être que le commissaire Barnier va répondre plus tard à cette question, mais je te la pose quand même. Dans ce document, il y a aussi une proposition de mettre à côté un des propositions de la Commission sur l'union bancaire, si j'ai bien compris, sur la garantie des dépôts et sur le fonds de résolution, et en particulier l'obligation de prêter de l'argent entre ces fonds dans l'Union européenne. Quel est votre commentaire? J'ai répondu en anglais à Matina, je me fais un plaisir de te répondre en français. Ce document est un document de travail publié, ou plutôt envoyé, pour être plus correct, aux États membres et à la Commission pour une première discussion au Coreper ce matin, en vue du Conseil européen qui a lieu dans plus de 15 jours. Il est prématuré pour nous, Commission, de commenter sur un document de travail qui, à ce stade, reflète les propositions du Conseil européen et pas encore celles des États membres ou de la Commission. Donc la discussion commence aujourd'hui. Nous prenons note de ce papier. Comme je l'ai dit, le représentant de la Commission au Coreper 2 fait ses commentaires en ce moment
à l'équipe du Conseil européen et aux autres États membres. Laissons ce papier évoluer en fonction des commentaires. Nous ne sommes pas là pour commenter toutes les fuites de documents sur des projets de papier. Nous sommes là pour commenter quand la Commission prend des décisions. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il s'agit d'un document qui vient du Conseil européen et qui doit encore être discuté. J'invite maintenant le commissaire Barnier à me rejoindre avec Stéphane pour la conférence de presse sur le Single Market Act 2.